On a tous déjà vu ce tour de magie pour dupliquer du chocolat. On coupe une tablette de chocolat en diagonale, on réarrange les morceaux, et là, un nouveau carré apparaît comme par magie. Alors bon, d'accord, en vrai, c'est pas du tout de la duplication, parce que, après ça, la tablette est juste plus petite. Mais, et si en réalité, on pouvait vraiment dupliquer du chocolat? C'est ce qu'affirme ce paradoxe mathématique. Tu prends une boule, tu la coupes en deux, et avec ces deux morceaux, tu peux recréer deux boules de la même taille que la première. Pas plus petite, pas moins remplie, exactement les mêmes. Et si tu continues, tu peux en créer 4, 8, 16, 32, 64 et même une infinité, tout ça à partir d'une seule boule. Alors évidemment, comme ça semble totalement impossible. Pourtant, en maths, c'est vrai. Et c'est pas le seul truc bizarre. Accepter cet unique énoncé, cette unique affirmation mathématique, pourrait détruire tout ce qu'on croit vrai en maths depuis qu'on est tout petit. Pourtant, aujourd'hui, ce théorème est accepté par beaucoup de mathématiciens. Ce qui fait qu'a priori, pouvoir dupliquer des choses, ça dérange personne. Ou en tout cas, personne dans les maths. Donc, a priori, ça semble complètement débile. Mais histoire d'être sûr, j'ai quand même cherché et j'ai fini par comprendre qu'en fait, la réponse est beaucoup plus simple qu'on pense. Tout commence avec quelque chose d'apparemment tout bête, l'axiome du choix. En maths, tout repose sur des axiomes. Alors, vous savez peut-être déjà ce que c'est, mais pour les 2-3 au fond de la classe qui ne sauraient pas encore, en gros, un axiome, c'est une règle de base en maths qu'on décide d'accepter sans la prouver. Par exemple, il y a un axiome qui dit « si A égale B et B égale C, alors A égale C ». Et oui, là, je sais bien qu'on se rend peut-être pas compte de la dinguerie que c'est, mais en maths, normalement, chaque truc doit être prouvé. Donc, avoir des règles de base qui ne sont elles-mêmes pas prouvées, c'est un peu particulier. Mais le vrai truc choquant, c'est que les axiomes se contentent pas d'être des règles en maths. C'est sur eux que repose l'ensemble des maths. Et on le verra un peu après, ça va poser des problèmes très graves. L'ensemble d'axiomes qui construit toutes les mathématiques modernes, et notamment la théorie des ensembles, s'appelle les axiomes ZFC. ZF pour Zermelo-Fraenkel, deux mathématiciens, retenez bien le nom du premier, ça pourrait servir, je dis ça, je dis rien, et C pour un autre axiome, l'axiome du choix. Alors je sais que je l'ai sous-entendu tout à l'heure, mais un axiome, c'est censé être relativement simple. Et à première vue, l'axiome du choix n'échappe pas à la règle. Il dit qu'en gros, si t'as plein de tiroirs et que chacun contient 2 chaussettes, alors il existe une façon de choisir une chaussette en particulier dans chaque tiroir. Et ça a pas l'air comme ça, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Alors je dis pas, si les tiroirs avaient contenu des chaussures, on aurait pu décider de toujours choisir la chaussure gauche. Mais là, avec des chaussettes, on n'a pas de moyen pour trier les chaussettes et décider de toujours choisir la chaussette gauche. C'est en ça qu'est utile l'axiome du choix, parce que cet axiome nous affirme que dans ce cas précis, on peut quand même choisir une chaussette en particulier dans chaque tiroir. On sait pas vraiment comment, on sait juste que c'est possible, et même qu'il y a plusieurs manières de faire ça à chaque fois. Bon d'accord, mais ça paraît quand même pas très compliqué pour une règle mathématique, non? Ouais, on est d'accord. Pourtant, c'est cet axiome apparemment simple qui a mis un bordel pas possible dans les maths, au point de faire devenir des trucs encore plus évidents complètement faux. Parce que y a un cas où cet axiome peut devenir une vraie plaie, c'est si on commence à le mélanger avec l'une des choses, si ce n'est la chose la plus controversée en maths, l'infini. Depuis toujours, l'infini pose problème partout en maths. Des mathématiciens, comme Galilée, se sont notamment posé une question, est-ce qu'il y a plus de nombres pairs ou de nombres tout court? A priori, on a envie de dire que la question, elle est vite répondue. Il y a plus de nombres tout court. Mais pourtant, on a découvert un truc complètement bizarre. C'est qu'en fait, il y en a autant. Parce que si on associe chaque nombre à un nombre pair, on obtient deux listes de la même taille. Et ça marche aussi si on parle des nombres carrés, des nombres premiers ou des nombres parfaits. Tous sont infinis. Dans tous les cas, ils sont de la même taille. Ça paraît un peu logique en fait, mais c'est aussi complètement contre-intuitif. Alors même que les nombres pairs sont en théorie plus rares que les nombres tout courts, tout ça s'efface quand on commence à parler de l'infini. Et ça a fait réaliser à tout le monde que peu importe de quelle catégorie de nombres on parle, infini égale infini et jamais personne pourra remettre ça en question. Une personne non, mais un dieu oui. Le dompteur de l'infini. C'est l'un des surnoms du mathématicien allemand qui va révolutionner le monde au 19e siècle, Georges Cantor. Lui, il va s'intéresser à l'infini, c'était pas très compliqué à deviner, et il va commencer ses travaux à tout juste 26 ans avec une idée révolutionnaire qui va contredire tout ce que tout le monde pensait depuis Galilée, l'infini n'est pas égal à l'infini. Enfin, en tout cas, pas forcément. Vu que ce que Cantor va découvrir, c'est que tous les infinis ne se valent pas, certains sont plus grands que d'autres. Et c'est justement ça qui va conduire à la duplication de la matière. Quand on parle des nombres, on s'imagine toujours les nombres positifs, 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini, mais il y a aussi les nombres à virgule, 0,1, 0,01, 0,0001, etc. etc. Ces deux groupes de nombres sont infinis, on est d'accord. Donc a priori, comme l'infini égale l'infini, il y a autant de nombres chez les nombres positifs que chez les nombres à virgule. Mais bah non en fait. Ce
que Cantor a démontré, c'est justement qu'il y a plus de nombres réels, les nombres à virgule, que de nombres entiers. Et ça, il va le prouver en utilisant sa diagonale. Mais avant de vous dire ce que c'est, faut que je vous parle d'un autre truc tout aussi important. Vous savez, il y a une question que je me pose depuis longtemps, vu que je suis extrêmement gourmand dans la vie, c'est pourquoi j'aime autant le sucre. Eh bah c'est simple, il y a plein de calories et depuis la préhistoire, notre cerveau se dit qu'il en a besoin pour stocker du gras, faire des réserves. Alors logiquement, aujourd'hui, on devrait consommer beaucoup moins de sucre qu'avant, en buvant de l'eau, vu qu'on n'a plus besoin de faire des réserves pour passer l'hiver. Pourtant, c'est pas du tout ce qu'on fait, et c'est normal, en fait, on contrôle pas l'entièreté de notre cerveau, donc on sera toujours attiré par le sucre. Alors, ce qui pourrait être malin, c'est de faire plaisir à ton cerveau tout en évitant des bombes de sucre. Et c'est exactement ce que propose la marque qui va te permettre de reprendre le contrôle de ton cerveau tout en te faisant plaisir, Oli. Oli, c'est une marque qui finit par être légendaire tellement tout le monde l'adopte, mais si tu la connais pas, en gros Oli propose 3 gammes, la Triforce, Ice Tea, Hydration et Energy. Il y en a pas une mieux que l'autre, chacune a des avantages spécifiques à t'apporter. Ice Tea pour te faire kiffer, Hydration si t'es un peu sportif, et Energy pour te donner un coup de boost sur la durée. Celle-là contient de la caféine cristallisée, donc ceux qui ont moins de 16 ans ici, pas touche. Et avec la nouvelle gamme Milkshake, tu peux te faire un goûter trop bon avec que du lait, donc très peu de calories, ce qui est vraiment une dinguerie. Pour la vidéo, j'ai testé le Milkshake vanille, et franchement, c'est super bon et hyper simple à préparer. J'en prends pour aller en cours le matin, c'est parfait pour compléter mon petit déjeuner, en plus de pouvoir se boire en marchant, donc c'est vraiment top. Pour la tester aussi de votre côté, je vous conseille le pack découverte avec 57 portions. En plus, en ce moment, c'est à 49,99€. C'est uniquement pendant le mois de novembre, alors c'est sûrement un moment qui se représentera pas deux fois. Passez par le lien en description ou par le QR code à l'écran et utilisez mon code CHATSCIENCE5 pour 5€ de réduction sur ton premier achat et CHATSCIENCE pour moins 10% sur tous les prochains. Merci à Oli et retour à la vidéo. Donc ce que Cantor va faire, c'est qu'il va supposer qu'il y a autant de nombres entiers que de nombres à virgule. Et s'il y en a autant, en toute logique, on doit pouvoir les écrire un à un, côte à côte, et tous les relier. Et là, premier problème. Parce que écrire les nombres entiers dans l'ordre, c'est facile. On commence par 1, puis 2, puis 3. Mais c'est quoi le premier nombre à virgule? C'est pas 0,1, c'est pas 0,01, et c'est pas non plus 0,00001, puisqu'on peut toujours faire plus petit. Alors là, on peut penser que le plus petit nombre à virgule, ce serait 0,00 avec une infinité de 0 et un 1 derrière. Le problème, c'est que vous voyez, si on peut pas écrire un nombre sans se servir de ces 3 petits points qui veulent dire qu'un nombre est infini, et bah c'est que ce nombre n'existe pas vraiment. Donc il se dit, pas grave, au pire je les écris dans le désordre. Et il commence à écrire. Parce que si chaque nombre entier se relie à un nombre réel, et bah alors logiquement, ça veut dire qu'il y en a autant dans les deux listes. Et donc qu'il y a autant de nombres entiers que de nombres à virgule. Alors Cantor écrit 5 nombres entiers et 5 nombres à virgule, et il va tous les relier un par un. Et c'est là qu'il se rend compte d'un truc. C'est que peu importe combien de nombres entiers et à virgule on a écrit, on pourra toujours trouver un nombre à virgule qui ne peut être associé à aucun nombre entier. Comment? Eh ben comme ça. Ce que Cantor va faire, c'est qu'il va prendre la diagonale de tous les chiffres réels qu'il a écrits et former un nouveau nombre à partir de cette diagonale. Par exemple, ici, ça donne 1,2345. Ensuite, il va ajouter 1 à chaque chiffre. Ici, ça ferait donc 2,3456. Parce que en faisant ça, Cantor vient de créer un nombre qui n'existe juste nulle part. Rien que ça. Vu qu'en fait, il est pas dans la liste des nombres réels qu'il a écrit juste avant. Bah ouais, il est différent du premier parce que sa première décimale est différente. Mais il est aussi différent du deuxième parce que sa deuxième décimale est différente. Et comme ça jusqu'à l'infini. Résultat, ce nouveau nombre n'est pas dans la liste que Cantor avait écrit. Bon, en gros, si vous avez rien compris, c'est comme si un politicien disait au fisc « Oui, oui, tout mon argent dort ici sur ce compte », alors qu'on retrouvait plus tard un petit compte oublié en Malaisie. Conclusion, bah sa liste n'était pas complète. Le nouveau nombre que Cantor vient de créer ne peut être relié à aucun nombre entier, puisqu'il n'est pas dans la liste à la base. Donc, il y a plus de nombres à virgule que de nombres entiers, même alors que les deux sont un nombre infini. Alors, voyant ça, il va publier un traité dans lequel il montre sa preuve qu'il existe des infinis plus grands que d'autres, et là, son traité est qualifié d'horreur, d'abomination par la communauté mathématique, et il lui arrive même quelque chose de terrible. Un jour que Cantor assiste à un congrès sur les maths avec toute sa petite famille, il entend quelqu'un parler sur scène, son ancien prof. Donc, imagine un peu la scène. T'es là, dans le public, tout le monde te connaît, t'es avec ta femme et tes enfants, et un mec sur scène, en face de toi, est en train de dire à tout le monde que tout ce que tu racontes, c'est n'importe quoi de A à Z. Forcément, c'est un peu rageant pour Cantor. Et suite à ça, il va tomber en dépression, et ses troubles mentaux vont commencer à apparaître. Des troubles qui vont même le conduire jusqu'à sa mort en hôpital psychiatrique. Pas direct après ça, hein, non, il y a eu des années entre ça et sa mort, je vous rassure. Mais n'empêche que là, quand Cantor se fait ouvrir en deux sur la place publique, il trouve pas grand chose à répondre à ça. Parce que
ouais, une démonstration mathématique, ça se sort pas du chapeau en 2 minutes. Donc quand quelqu'un te présente un argument qui dit que tout ton travail est faux, bah tu peux rien faire pour le contredire. En tout cas, rien pour l'instant. Déjà parce que pour démentir ce que quelqu'un vient de raconter, ça prend énormément de temps. C'est la fameuse loi de Brandolini qui dit qu'il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Et puis surtout parce que Cantor a pas trop envie de retenter quelque chose si c'est pour se refaire démolir devant tout le monde juste après. Mais heureusement, dans le public ce jour-là, il y avait aussi un autre mathématicien, Ernst Zermelo. Oui, c'est bien le mec de début qui a participé à créer les axiomes ZFC, ceux dont on sert tous les jours en maths. Je vous avais dit de vous en rappeler. Et ben lui, en voyant que la preuve de Cantor est en train de se faire démolir, il commence à vouloir mettre son grain de sel dans les travaux de Cantor. Et quelques jours après, Zermelo comprend que Cantor, bah il a vraiment merdé. Non, je vais pas essayer de vous mytho en mode mais en fait son prof était méchant, Cantor avait tout bien fait, non. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même peut-être moyen de le sauver. Parce que, en fait, pour faire la démonstration de la diagonale, Cantor a dû piocher dans une infinité de nombres, les réels. Sauf que, on l'a dit tout à l'heure, cette liste n'était pas rangée, donc il a pioché à l'aveugle, sans avoir aucun moyen pour trier ces nombres. Et ça n'a rien d'évident. En fait, Cantor avait pas du tout le droit de faire ça. Mais et alors, on a envie de dire? Et bah alors, en maths, on peut utiliser un truc que s'il existe et qu'il est prouvé. Alors oui, ça semble évident dit comme ça, mais ça a aussi une conséquence terrible, on ne peut rien faire si, pour le faire, on se sert pas de choses qui sont déjà établies avant. En gros, en maths, on peut très difficilement innover. Tout ce qu'on construit ne découle que de trucs qui avaient déjà été construits avant. Oui, les maths sont un peu contre le progrès. Quand quelqu'un arrive avec une idée révolutionnaire, c'est toujours plus facile de dire que c'est n'importe quoi, puisque dans la majorité des cas, ce sera le cas. Sauf que le problème, c'est que c'est totalement ce que Cantor vient de faire, d'arriver avec une idée révolutionnaire. Donc pour sauver le travail de Cantor, il faudrait créer un nouveau principe sur lequel il pourrait s'appuyer. Un nouvel axiome, l'axiome du choix. Le C dans les axiomes ZFC. Alors, le bon côté, c'est que sa démonstration tenait quand même debout à part ça. Et dès que Zermelo a pu corriger le travail de Cantor en créant ce nouvel axiome, ça s'est arrangé. Mais le côté négatif, c'est que pour corriger le travail de Cantor, Zermelo a dû officialiser l'axiome du choix. Et donc, à partir de ce moment-là, n'importe quel mathématicien pouvait commencer à l'utiliser. Mais c'est un peu là le premier problème. L'axiome du choix, contrairement à plein d'autres axiomes qui semblent tout aussi évidents que lui, il est très récent. Alors que la plupart des axiomes qui construisent les mathématiques existent depuis des centaines d'années. Et donc là, on devrait sérieusement croire que l'axiome du choix, qui existe depuis moins de 200 ans, n'a eu que des conséquences positives? Eh ben non, il a pas apporté que du bien. Parce que l'axiome du choix, il dit pas juste que tu peux choisir une chaussette dans plusieurs tiroirs. Non. Depuis Cantor, ce qu'affirme cet axiome, c'est qu'on peut choisir une chaussette dans une infinité de tiroirs, même si les chaussettes sont indiscernables. Et je suis d'accord, à première vue, on voit pas très bien ce que ça implique de terrible. Mais cet axiome, dès qu'on l'accepte, on se rend compte qu'il permet de construire des choses complètement folles. Et notamment, ce qui va nous intéresser, la duplication de la matière. Et ça, les mathématiciens s'en sont vite rendus compte, vu que, après Zermelo, ils ont tous commencé à jouer avec l'axiome du choix pour essayer de trouver la faille. Bah ouais, c'est un peu le bon plan de faire ça, car quand un nouvel outil apparaît en science, il est pas rare que cet outil soit pas parfait dès le début. Donc si tu es le mec qui trouve un cas où ce nouvel outil ne marche pas, tu deviens le mec qui a contredit un tel. De la même façon, plein de gens cherchent encore à contredire Einstein pour sa théorie de la relativité générale qui n'a jamais été prouvée, vu que si jamais on trouvait un cas où elle est fausse, on deviendrait riche et célèbre. Et là où ça paraît impossible avec Einstein, avec l'axiome du choix, ça s'est produit. Parmi les mathématiciens qui se sont penchés sur l'axiome du choix, certains l'ont accepté, d'autres l'ont accepté uniquement lorsqu'il y avait un nombre fini de tiroirs, et d'autres l'ont totalement réfuté. Le premier à le faire, c'est un mathématicien italien du nom de Vitali. Et ce qu'il a découvert est peut-être pas super sexy quand on voit ce que c'est, mais quand on comprend les conséquences, c'est terrifiant. Genre, vraiment terrifiant. Et quand Cantor a compris que ce qu'avait créé Vitali provenait directement de ce qu'il avait fait, disons que ça a pas arrangé son état mental. Imagine tous les nombres entre 0 et 1. Sur cette ligne, c'est comme si on avait plein de petits points où chaque point représente un nombre. Et bah, ce que va faire Vitali, c'est un peu compliqué, mais en gros, il va créer des catégories de nombres entre 0 et 1. Toujours sur cette ligne, les nombres qu'il va garder seront répartis vraiment bizarrement. Pas aléatoirement, mais ça y ressemble. Ce qui fait que du coup, on sait pas au premier coup d'œil combien tout ça peut mesurer. Bah ouais, un point tout seul, on sait pas comment mesurer ça. Donc un ensemble de points assez bordélique, on sait pas non plus le mesurer. Parce que si on prend tous les nombres entre 0 et 0,2 par exemple, on a une infinité de points qui sont tous collés, donc on sait que la longueur fait 0,2. Mais si on a une infinité de nombres en bordel, on n'a aucun moyen de savoir combien ça fait. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la longueur de tout cet ensemble de nombres devra être plus grande ou égale à 1, parce qu'on a pris tous les nombres entre 0 et 1, et elle devra être plus petite que 3 parce que... je cherche pas. Donc là, on vient de supposer que la taille de ce machin est
été comprise quelque part entre 1 et 3. Mais pour vérifier ça, il faut comprendre comment on mesure une longueur dans ce genre de cas. En gros, nos catégories de nombres là, elles sont infinies. Alors pour retrouver sa longueur, il faudrait additionner une infinité de nombres. Et c'est là que le problème commence. Parce que, en fait, il y a que deux cas possibles. Si chaque petit morceau a une longueur positive, même très petite, genre 0,01, et bah alors la somme devra être infinie. Au contraire, si chaque petit morceau vaut 0, et bah alors la somme vaudra 0 aussi. Mais ici, on n'a ni l'infini ni 0, on obtient quelque chose entre 1 et 3. Donc ça n'a aucun sens, une quantité peut pas être finie et infinie en même temps. Donc la seule conclusion possible, c'est qu'il n'y a aucune façon cohérente de lui donner une longueur. C'est pour ça qu'on dit que l'ensemble de Vitali est non mesurable. Il existe bien, mais il échappe complètement à notre manière habituelle de mesurer les choses. Vous voyez toujours pas le problème? Pourtant, il est juste sous votre nez. Les maths ont littéralement été créées pour mesurer des choses. Un jour, un ensemble de personnes ont regardé le monde tel qu'il était et se sont dit « Ah mais c'est marrant, chaque truc peut être mesuré ». Bon, j'exagère un peu, mais pas tant que ça en fait. La base même des maths, c'est de partir de l'idée que chaque truc peut être mesuré. Sauf que là, on vient de trouver quelque chose qui n'a aucune longueur. Et pour les mathématiciens de l'époque, y compris Vitali, c'est encore pire que dire qu'il y a des infinis plus grands que d'autres. Pourtant, Vitali n'était que le premier successeur de Cantor, car ce qui arriva ensuite était 100 fois pire. Bon, déjà, en maths, une boule c'est pas juste une boule, on peut la voir comme si c'était un ensemble de points x, y, z de l'espace qui sont tous à la même distance d'un point, aka le centre de la boule. Normalement, le volume d'un ensemble de points se calcule avec la mesure de Lebesgue, celle qui te donne les formules classiques que t'apprends au collège comme 4/3 pierre cube pour une sphère. Mais ici, c'est pas du tout ce qu'on va avoir, et c'est à cause de ça qu'on pourra dupliquer la matière. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, faut d'abord visualiser la version 2D. En gros, dans certains cas, en effectuant une rotation sur un motif en 2D, tu peux recréer le même motif. Pour visualiser, prends tes deux mains. Tout bêtement, si tu superposes tes deux mains, 2 devient 1. Mais en inversant, 1 peut redevenir 2. Tout ça juste avec une rotation. Alors oui, ça paraît complètement débile, mais en fait, pas tant que ça. C'est exactement le principe qu'on utilise ici. Une simple rotation bien choisie suffit à recréer le même motif. Et ben, deux mathématiciens, Banach et Tarski, vont faire exactement pareil, mais en 3D. Comme il y a une infinité de points dans une boule, on va pouvoir sélectionner certains points dans cette infinité grâce à l'axiome du choix. Mais on va pas garder n'importe quel point. Non, on va garder des points pour faire des ensembles non mesurables, comme avec l'ensemble de Vitali. Du coup, on obtiendra des morceaux de boule qui ne sont pas mesurables. Et à partir du moment où on casse la notion même de volume, il n'y a plus de loi de conservation de la matière. Du coup, une fois qu'on a ces morceaux non mesurables, on utilise la rotation pour les réarranger et faire 2 boules au lieu d'une. Bon, si jamais c'était trop compliqué, retenez juste qu'à cause de l'axiome du choix, on obtient des morceaux fantômes, et qu'en les recombinant, on obtient une nouvelle boule bel et bien réelle. C'est ça le paradoxe de Banach-Tarski. Et ce paradoxe, il est possible précisément parce qu'il y a une infinité de points dans la boule, et qu'on peut les manipuler un par un avec l'axiome du choix. Résultat, Zermelo a créé les axiomes sur lesquels toutes les mathématiques modernes ont été fondées pour mieux structurer les maths et éviter qu'il y ait de paradoxes. Mais c'est aussi le même homme qui a découvert l'axiome du choix qui entraîne plein de paradoxes qui détruisent totalement les mathématiques modernes si on l'accepte. C'est un peu paradoxal. Donc vous vous en doutez, on n'a pas trop envie de l'accepter cet axiome. Parce qu'il y a une phrase qui est devenue emblématique de cet axiome tellement il repousse les limites humaines. En acceptant cet axiome évidemment vrai, on accepte ses conséquences qui elles sont évidemment fausses. Et c'est pour ça que plein de gens débattent encore sur est-ce qu'on devrait l'accepter et auquel cas accepter aussi la duplication de la matière ou est-ce qu'on devrait totalement le réfuter et l'enlever des axiomes ZFC. En tout cas actuellement, on n'a pas la réponse. Mais c'est aussi ça la véritable beauté des maths.